Effectivement, nous allons parler de fraude digitale avec l'ambition de couvrir trois sujets, trois questions. La première, de quoi parle-t-on en termes de montant quand on parle de fraude digitale? La seconde, comment se développe, se déploie et sur quel type de support la fraude digitale? Et la troisième, probablement la plus importante, c'est quels moyens, quels remèdes peut-on mettre en place pour lutter et éradiquer cette fraude? Avant d'attaquer le sujet, on va vous dire un petit mot sur nous. Je crois que vous connaissez tous Accenture. Je doute que tout le monde connaisse Accenture Interactive. Nous sommes l'agence digitale d'Accenture. Nous développons 4 grands types de savoir-faire. Le premier savoir-faire, c'est un savoir-faire autour de l'expérience consommateur, l'expérience client. Nous avons fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Fjord, qui, je crois, avec IDEO, a lancé le design thinking dans les années 2010. Et aujourd'hui, nous développons pour l'ensemble de nos clients cette approche. Le deuxième savoir-faire, nous sommes au cœur de ce savoir-faire aujourd'hui, c'est le marketing, le performance marketing. On parle de fraude. Nous avons fait tout à l'heure un atelier sur la convergence qu'il y avait entre les adtech et les martech. On va s'intéresser à toutes les solutions que nous avons pour optimiser, pour dynamiser la performance de vos investissements marketing. Le troisième savoir-faire, c'est un savoir-faire de contenu. Nous définissons des stratégies de contenu, nous faisons de la création, de la production, de la diffusion et du monitoring, notamment là aussi au travers d'acquisitions. Nous avons fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Aventa, par exemple. Et le quatrième des savoir-faire, c'est le commerce, ce qu'on appelle le total commerce, bien sûr le e-commerce, mais aussi la réintégration de toute la technologie digitale pour dynamiser un commerce qui peut être en point de vente, bien sûr. Alors on est jeune, on a été lancé en 2009, mais AdEdge nous plaçait comme l'agence numéro 1, le réseau digital numéro 1 dans le monde, en termes de revenus, en termes de croissance. On va essayer de le rester. Et puis Forrester nous plaçait comme l'agence combinant les meilleurs skills stratégiques et la meilleure diversité d'offres aujourd'hui. Alors maintenant, assez parlé de nous, on va rentrer dans le sujet et toucher la première question. Il y a une étude qui a été développée par l'ANA, qui est l'équivalent de l'UDA, l'Union des annonceurs, dans laquelle on peut souhaiter un bon anniversaire, ils fêtent leurs 100 ans, aux États-Unis, qui a réuni 49 annonceurs. L'étude a donc porté sur les investissements qu'ils réalisent dans le digital. De ces 49 annonceurs, on a extrapolé un montant global de 7,2 milliards de fraude mondiale. Hein. C'est donc une somme assez considérable. Sur ces annonceurs, les niveaux de fraude les plus bas étaient de 3%, les plus élevés de 37%. Donc pour cet annonceur, un tiers de ses investissements part en fumée. Les sommes, le plus bas 250 000, le plus élevé 42 millions de dollars. Considérable. Si on ne fait rien, la projection, compte tenu de l'accroissement des investissements digitaux, atteindra 50 milliards en 2025. Pas question de rien faire. Au travers de l'étude White-Ops et ANA, on a pu, parce que certains annonceurs américains investissaient sur le marché français, projeter un montant de fraude moyen en France qui s'élève à 13%. Et la conversion de ces 13%, si on prend un montant global investi sur le digital d'environ 1,7 milliard, ce qui sont les chiffres du SRI, nous amène à une fraude que l'on peut estimer à 220 millions d'euros. Donc encore une fois, un problème qui mérite d'être adressé. J'évoquais cette fraude, alors je retourne sur l'étude de l'ANA. La fraude moyenne qui a été constatée sur le display est de 11%. Il y a des investissements qui sont réalisés de gré à gré, qui permettent évidemment, et heureusement, d'avoir un taux de fraude qui est bien inférieur. Néanmoins, vous le voyez, peu importe les devices dont on parle, la méthode d'achat,
on a des montants de fraude qui sont très supérieurs à ces 11%. Et en fait, on s'aperçoit que les fraudeurs s'attaquent en particulier aux espaces qui sont en forte croissance ou à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, par exemple, au cours des élections américaines, la population hispanique est extrêmement recherchée. Et donc on constate des montants de fraude de l'ordre de 70% en ce moment sur les inventaires permettant de toucher une population hispanique aux États-Unis. Il y a certainement des personnes qui travaillent pour des constructeurs automobiles. Les espaces sont rares aussi en ce moment à Paris. Donc vous voyez, ça touche le programmatique, le mobile, le retargeting, la vidéo. Aucun des rouages de l'écosystème n'est épargné. Donc devant de tels enjeux, il y a une vraie course technologique qui est en train d'être menée. On l'évoquait ce matin, entre les fraudeurs, entre les outils de détection. Et c'est pourquoi aujourd'hui on distingue deux grands types de fraude, et c'est très important d'avoir ça en tête quand on évoque la fraude. Il y a la fraude générale, qui sont les robots qui sont facilement détectables. C'est les robots qui connectent toujours de la même IP, qui vont délivrer 10 millions d'impressions en 1 heure à 3 heures du matin, donc très éloigné des comportements des internautes français. Et il y a également la fraude sophistiquée qui est le vrai sujet, puisqu'aujourd'hui c'est 80% de la fraude digitale. Et cette fraude sophistiquée, elle a suscité l'intérêt du MRC qu'on évoquait ce matin, le Media Rating Council, qui est un institut aux États-Unis de certification des outils de mesure digitaux. Ils ont créé en octobre 2015 une nouvelle norme sur cette fameuse fraude sophistiquée. Et aujourd'hui, très peu d'outils sont certifiés sur cette fraude sophistiquée. Et c'est pourquoi Accenture a choisi de travailler avec Whiteops, qui a été le premier outil à être certifié sur cette fraude sophistiquée. Parce qu'il est sophistiqué. Oui, oui, tout à fait. Concrètement, pourquoi c'est difficile à détecter? Parce qu'aujourd'hui, la fraude, elle passe au travers de mon PC, elle passe au travers de votre PC. On ne sait pas que nos PC sont infectés aujourd'hui par des malwares. Ce qui fait que lorsque vous vous connectez pour surfer sur vos sites habituels, vos sites éditoriaux, vous allez générer du trafic humain vers ces sites éditoriaux. Mais en arrière-plan, sans que vous le sachiez, il va y avoir une audience robot qui va créer vers des sites artificiels qu'on appelle également des bogus sites, des spam sites, qui sont des sites en fait qui sont créés uniquement pour délivrer des impressions frauduleuses. Il faut savoir que sur ces sites, vous aurez par exemple des taux d'ad viewability qui seront très élevés parce qu'ils ne sont pas trop préoccupés de mettre toutes les impressions publicitaires en haut de page, ils n'ont pas d'audience humaine. Vous aurez des taux d'ad blocking qui seront faibles parce qu'un robot n'installe pas d'ad block par définition. Donc globalement, ces sites artificiels, on les retrouve essentiellement sur les campagnes programmatiques, quand on fait du run of ad exchange. On les retrouve également sur les réseaux, les ad networks. Il faut savoir que quand vous faites une campagne programmatique aujourd'hui, vous communiquez sur plusieurs centaines de sites. Donc, en tant qu'annonceur, au mieux, vous avez le top 50 ou le top 100, mais quid du 300e site que vous n'aurez pas forcément contrôlé, sur lequel vous aurez eu peut-être 2 ou 3 000 impressions publicitaires, donc il restera sous le radar et n'attirera pas votre attention. Mais ces 2000 impressions fois le nombre de PC infectés, fois le nombre de sites artificiels, ça représente des enjeux évalués à 7 milliards de dollars par l'ANA pour cette année. Donc c'est très important. Si on continue sur le programmatique, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Je pense que vous connaissez ce schéma qui a la répartition des coûts dépensés en programmatique. Aujourd'hui, lorsque vous investissez 100 en programmatique, de par la chaîne d'intervenants, d'intermédiaires pour l'optimisation de ces campagnes, les agences, les trading desks, les outils, les DSP, les third-party data, 40 reviennent aux médias. Si à ces 40 médias, on retire les 17% de fraude que Claude évoquait en début de présentation, on arrive à 33. Ce qui veut dire que globalement, lorsque vous investissez 100 en programmatique, seul un tiers est utilisé pour votre efficacité publicitaire. Un mot sur le préjudice réel de la fraude, car on l'a évoqué, financièrement, il est considérable. Mais vous le voyez dans cette chaîne qui était précédemment sur le site, c'est en train de contribuer au climat de défiance qui existe entre les annonceurs, leurs agences médias, les différents relais et même les publishers. Tout le métier, tout l'écosystème fonctionne à la performance. Ça pose un problème.
Le deuxième point, c'est bien sûr que le programmatique est sur la sellette. Encore, il faut tout de même souligner qu'il y a des actions qui sont prises par les acteurs du programmatique. On aura tous en tête probablement AppNexus à l'été 2015 qui a nettoyé ses inventaires de la fraude. Ça a quand même mené à une réduction de son inventaire de 65%. Les KPIs sont biaisés. Si vous êtes à 65% de fraude et si vous prenez des décisions marketing en fonction de ce qui se passe sur votre publicité, 65% de ces décisions seront mauvaises. Et bien sûr, si vos impressions publicitaires sont diffusées sur des sites artificiels qui ont quand même un minimum d'audience humaine ou sur des sites inappropriés, au final, votre image de marque est altérée également par cette fraude. Et l'efficacité des médias en tant que telle, voire des campagnes marketing, est évidemment toute relative avec un montant de fraude élevé. Voilà, et potentiellement une perte business. Effectivement, un robot n'a jamais souscrit à un service ou acheté un produit au final. Donc, 3 actions incontournables selon nous. La première de ces actions, c'est d'établir un diagnostic. À quel niveau vos investissements, les investissements, sont-ils touchés par la fraude ? C'est un préalable et ça permet ensuite de mener des actions. Nous avons construit avec Whiteops un partenariat, un forfait. Les sommes sont indicatives et les chiffres sont indicatifs à hauteur de 25K qui nous permet pendant 2 mois de travailler sur 1 million d'impressions, éventuellement 3 marques, 3 pays pour faire un status et mettre en place des actions. En deuxième point d'action, c'est impliquer vos partenaires. Il est important que tous les partenaires de l'écosystème soient impliqués contre cette lutte contre la fraude. Ce n'est pas uniquement la responsabilité des annonceurs, ce n'est pas uniquement la responsabilité des agences médias ou des éditeurs. Donc en tant qu'annonceur, on vous recommande de demander cette implication de vos partenaires, de revoir peut-être les KPIs d'optimisation de vos campagnes avec votre agence média. Optimiser sur des critères d'adviewability, c'est très bien, mais si en amont vous ne contrôlez pas la fraude, vous allez presque la favoriser, puisque comme je l'évoquais aujourd'hui, les fraudeurs arrivent à rendre leur inventaire très visible. Et le troisième point, c'est communiquer. C'est un effet watchdog, comme disent nos amis américains, c'est-à-dire chien de garde. Si vous annoncez que vos investissements sont entrés dans un système contrôlé, certifié par Whiteops, il y a de fortes chances que les fraudeurs se dirigent plutôt vers des territoires ou des budgets qui ne sont pas protégés. À ce titre-là, les 13% de fraude que j'évoquais en France nous placent malheureusement à la première place des pays européens victimes de la fraude. Probablement parce que nous n'avons pas lancé ces études, pris les mesures, communiqué en disant que nous allions nous attaquer à ce problème. Je vous remercie.